Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Télé Créole et bonsoir aussi aux auditeurs de Créole FM donc, qui nous écoutent également ce soir. Donc ce soir, une émission infopolitique en deux parties. La première, nous allons parler d'un parti politique qui s'implante à La Réunion, c'est l'Union populaire républicaine, l'UPR. Nous allons donc en parler maintenant dans la première partie de cette émission. Dans la deuxième, nous aborderons la convention Cannes avec Alain Cataille, donc de l'Union des forces agricoles, avec qui nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bien ou de moins bien, aussi bien pour les industriels que pour les planteurs donc, dans cette convention. On commence tout de suite avec cette première partie, donc nos deux invités qui vont se présenter. D'abord, Dominique Fruit, qui êtes-vous? Alors, moi je suis Dominique Fruit, je suis à La Réunion depuis 35 ans. Et je représente donc l'Union populaire républicaine, ce parti qui a été créé en 2007 par M. François Asselineau. M. François Asselineau qui sera là à partir de samedi prochain jusqu'au 25 juin prochain. Alors, juste pour faire un petit point pour ceux qui ont suivi la campagne de 2012, la campagne présidentielle, juste avant, enfin, ce qu'on appelle la pré-campagne, François Asselineau était candidat donc à la candidature. Il a essayé d'avoir donc les 500 signatures pour se présenter à cette élection présidentielle, ce qui n'a pas réussi malheureusement pour lui. Alors la différence, c'est qu'en 2007, nous étions 700 adhérents. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8000. Et nous 8000 au niveau national. Au niveau national. Au niveau national. Oui, oui, non, mais c'est ce qui compte, c'est-à-dire nous sommes une force qui représentons plus qu'Europe Écologie Les Verts et le parti de Là, on parle en termes d'adhésion. Oui, mais oui, je parle des gens qui ont pris la carte de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Nous sommes 8000. L'Europe Écologie en a 4000, ils l'ont dit. Et le NPA a à peine 2000. Alors, on en parlera après si vous voulez. Mais c'est un parti on va juste présenter le deuxième invité. Oui, donc, bonsoir, vous êtes Philippe Ouareau. Donc moi, je suis né à La Réunion. Bon, ensuite, j'ai fait mes études évidemment en métropole. Je suis revenu à La Réunion depuis 2000 à peu près, les années... Non, 1992, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Alors, et donc, voilà, je suis musicien, professeur de piano. Et justement, je rebondis sur ce que dit Dominique, c'est que je faisais partie, en fait, de ces gens qui étaient plutôt... qui s'étaient tournés vers l'abstention, en fait, un peu par dépit. Et pour les 2012, je suis tombé sur le programme des présidentielles de François Asselineau, que j'ai écouté en entier. Alors, et je me suis dit, ben voilà. On va quand même mettre un cadre autour de ça, François Asselineau. Alors l'un des chevaux de bataille de ce parti politique, l'Union populaire républicaine, c'est la sortie de l'euro. Alors, il va falloir faire très attention, on va essayer d'expliquer, parce qu'il y a eu la position de Marine Le Pen du Front National également. Il y a également Nicolas Dupont-Aignan qui a une position un petit peu entre les deux, pas sortir mais revoir. Alors, puisque ça c'est l'un des problèmes, là c'est un des chevaux de bataille que vous avez, aujourd'hui l'Union populaire républicaine, elle est pour ou contre cette Europe? Alors, je me permets de prendre la parole. D'abord, à mon avis, il faut préciser quelque chose. C'est que les traités ne permettent pas de sortir de l'euro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans d'abord sortir de l'Union européenne. Donc, je parle de l'Europe, je ne peux pas parler de l'euro là. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir de la monnaie unique sans d'abord sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui était donc commissaire, même, je crois que c'est Jean-Paul Juncker lui-même qui l'a dit, d'accord. Il faut quand même rappeler à tous ceux qui disent qu'on va sortir de l'euro que c'est interdit par les traités. Vous ne pouvez pas sortir de l'euro. Alors, vous devez d'abord, en fait, la seule sortie que vous avez, c'est la sortie de l'Union européenne via l'article 50. Sinon, vous violez les traités. Oui, mais c'est quand même important de savoir, parce que nous sommes un parti, nous, qui sommes d'abord très légalistes. Sur quand j'ai annoncé que la sortie de l'Europe. Pas la sortie de l'euro. Voilà. Donc, et justement, à ce sujet, on va écouter justement votre président, François Asselineau, qui pose également, d'ailleurs, ce problème. Est-ce qu'on peut sortir de l'Europe? Voilà ce qu'en pense le président donc de l'UPR. Est-ce que la France a encore intérêt ou non à rester dans l'Union européenne? Ça, c'est un débat absolument décisif, et je me permets d'insister sur le fait qu'il y a un article
dans le traité de l'Union européenne qui a été intégré par le traité de Lisbonne récemment, c'est l'article 50, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union européenne, il en fixe les modalités. Comment se fait-il que ce débat-là ne soit absolument interdit? Alors, voilà, la question c'est de le débat. Est-ce que la France peut ou doit sortir de l'Europe? La question aujourd'hui, au niveau de votre parti politique, apparemment, vous avez déjà pris la décision. La question est tranchée, c'est la seule et unique raison de notre parti, c'est de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro par conséquence, puisque comme disait Philippe Hoareau, si on ne sort pas de l'Union européenne, on ne peut pas sortir de l'euro. Et tous les partis leurs qui vous font croire qu'il est possible de quitter l'euro sans quitter l'Union européenne sont des menteurs. C'est avéré. Nos analyses qui le prouvent montrent que Marine Le Pen, M. Dupont-Aignan et bien d'autres critiquent tous l'Europe. Mais ils ne veulent pas en sortir. C'est bizarre. C'est très étrange. Mais elle ne veut pas en sortir. Là, aucunement, parce qu'en fait, le principe du Front National, c'est de dire le principe des lieutenants. Donc il y en a un qui dit blanc, M. Philippe dit blanc, la petite fille dit noir, Marine dit bleu, et le grand-père, il dit on ne sait plus. Enfin, on ne sait plus s'il a le droit de parler d'ailleurs. De ce fait, vous avez 4 versions. En fait, on en a trouvé plus d'une trentaine de versions. Donc ce sont des partis qui mentent effrontément, et d'abord qui ne respectent pas l'intelligence des Français. Parce que dire des bêtises, et surtout dire des contre-vérités à la longueur d'un champ et depuis des années, il faudrait que les gens se réveillent. Alors, de toute façon, notre position, c'est pas le Front National, c'est les Français. On s'adresse aux Français. Le Français est assez intelligent pour savoir, depuis 40 ans, si le Front National avait voulu faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Ils ne le veulent pas, de toute façon. Ils sont très bien dans leur situation. On a des preuves qu'il a fait. C'est tout ce que je peux vous dire. On revient à ça. Admettons que vous arrivez à ce point-là, à cette décision-là, et comment la Réunion se situe par rapport à ce nouveau statut de la France au niveau européen? Et là, c'est une question. Enfin, ça, c'est un sujet très très important. Moi, en tant que Réunionnais, je me suis toujours senti d'abord français et ensuite réunionnais. Les années passent et j'ai l'impression que dans l'air ambiant, il plane plutôt l'idée qu'on devrait sentir d'abord réunionnais et ensuite français. Le simple fait d'imaginer une chose pareille, très rapidement, on s'aperçoit que la France disparaît et très vite, il faut se sentir réunionnais et européen. Et moi, de voir en fait la France passer aux oubliettes dans cette histoire, ça me pose un problème. Je me pose des questions, mais qui a décidé en fait? Qui a décidé qu'on doit être réunionnais et européen? Dans l'intérêt de qui? C'est la question que je me pose et c'est la question que je pose en fait à tous ceux qui m'écoutent ce soir. Je suis créole, j'adore moi, la langue créole. Je trouve ça extraordinaire. Mais comment dire, la langue officielle à La Réunion, c'est le français. Oui, on est d'accord sur cette. On va parler d'une manière économique. Vous avez l'octroi de mer, vous avez les fonds FEDER pour l'Europe. Comment remettre en place un fonctionnement à partir de la métropole, et est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences justement au niveau économique pour La Réunion? Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette situation dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est catastrophique, personne, comme le disait M. Asselineau, ne veut la remettre en question. Au nom de quoi les débats seraient interdits? Alors le débat est permis, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la sortie de l'Union européenne permet à chaque État souverainement de reprendre ses prérogatives. Il s'agit de la monnaie, il s'agit des lois sociales, il s'agit des lois qui interdisent les délocalisations, qui sont promues par les traités européens. Il faut savoir que l'Union européenne est une entité dictatoriale vis-à-vis de nos administrations. C'est elle qui détermine qu'il faut fermer les postes, la SNCF, les autoroutes sont privatisées. Comme les Grecs, vous voyez l'état de la Grèce, c'est à peu près ce qui va se produire si on continue à laisser faire. Il est absolument indispensable de quitter l'Union européenne. Pour la Réunion, c'est ça que je voulais. Pour la Réunion, quelle est la différence? L'argent qui vient à la Réunion, il viendra directement de la France, au lieu de passer par l'Union européenne, qui nous envole 40%. Quand l'Europe, les FEDER et tout ça, et la PAC, ce que je disais au monde agricole récemment, quand la PAC, les agriculteurs reçoivent 100, la France a payé 150.
Ça, il faut que tout le monde le sache, parce que c'est une réalité. Donc, on sera plus riche de 50% de ce qu'on donnait aujourd'hui. On aura la totalité de la somme. Et on reprendra nos prérogatives sur les lois, sur nos politiques économiques, sur le fait de faire un peu de protectionnisme. Il en faut. Tous les pays du monde le font. Pourquoi la France, depuis qu'elle est dans l'Europe, n'aurait plus le droit de faire du protectionnisme économique? C'est tout à fait légitime. L'octroi de mer doit se maintenir? Bien entendu. L'octroi de mer date du XVIe siècle, XVIIe siècle, 1600, je sais plus combien. 1670. Voilà. Pourquoi il a été créé? Pour protéger les productions locales. Vouloir le détruire à tout prix, qui c'est qui le décide? C'est les différentes... Depuis que Bruxelles a mis son nez dedans, on veut détruire l'octroi de mer. Mais demain, il n'y aura plus de protection pour le monde agricole. Il faut, de plus en plus, cet octroi de mer, d'ailleurs, ne touche pas que les productions extérieures, il touche les productions locales. C'est bien ça le danger. Ils veulent absolument faire sauter l'octroi de mer. Là, c'est repoussé à 2020. Mais croyez bien que ça finira par nous tomber dessus. Je pense que l'octroi de mer est une protection pour nos emplois, puisqu'il protège notre économie locale. Voilà mon position. Et vous pensez que vous, pour la métropole, la sortie de l'Europe puis de l'euro, c'est un point pour l'économie? Ben évidemment. Que ce soit pour l'économie, d'abord pour les questions de prérogatives, on décide ce qu'on veut planter, qui on veut aider, comment on veut l'aider. On décide avec l'euro de faire fluctuer une monnaie qui nous permet de renforcer notre compétitivité. Aujourd'hui, l'euro est un euromarque. Il n'avantage qu'un seul pays en Europe, c'est l'Allemagne. Tout le monde s'accorde à le dire. Tous les prix Nobel d'économie, il y en a au moins 5 que je connais, M. Pissarides, M. Stiglitz, Friedman, etc., s'accordent à dire qu'il est impératif, il le disait pour les Espagnols, de sortir de l'euro pour que chaque État, chaque économie reprenne sa possibilité de faire fluctuer les monnaies. C'était le cas pendant les 30 Glorieuses. Depuis l'après-guerre jusqu'aux années 80, chaque État avait sa monnaie, tout le monde s'en portait bien. Pourquoi ça aurait changé? Il y a une religion de l'euro qu'il faut absolument dénoncer. Si on remonte à 1957 avec le traité de Rome, lorsque le général de Gaulle et Adenauer mettent en place avec la CECA, d'abord pour le charbon et l'énergie, le premier traité européen, c'est surtout pour faire face aux concurrents américains. Oui. Aujourd'hui, on le voit. C'est ce qu'on fait dire. Les États-Unis sont au cœur du processus. Oui. Ça, c'est encore l'intérêt de M. François Asselineau, quand il va venir ici à partir de samedi, c'est d'expliquer justement tout ce qui est caché aux Français. Tout ce qui est caché aux Français, c'est-à-dire qu'une économie européenne, cette construction européenne a été voulue, désignée, construite, bâtie dans les couloirs de l'Europe par les Américains. C'est quelque chose que les gens doivent découvrir. C'est au travers des conférences qui font 2h30, 3h, que François Asselineau expliquera tout ça pendant 7 conférences en 6 jours. J'invite tout le monde à aller venir l'écouter. Chacun fera son opinion. On ne cherche pas des électeurs, on cherche explication. Oui, question bête là-dessus, en fait. Parce que François Asselineau pose souvent des questions bêtes. Et c'est vrai que cette question, je me l'étais posée. C'est que j'entendais, on m'a toujours dit, en fait, qu'on construisait l'Union européenne pour faire contrepoids aux États-Unis. Plus les années passent, plus je m'aperçois que la construction européenne, en fait, bénéficie essentiellement aux États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui poussent pour faire entrer le plus de pays dans cette construction. On a l'impression que c'est eux, en fait, qui la fabriquent année après année, ça se voit. Là, avec le traité transatlantique qui va rentrer, donc, peut-être dans les années qui viennent, qui va se mettre en place, ce sera à nouveau pour les intérêts essentiellement américains. C'est ce que tout le monde suppose et tout le monde commence à voir que c'est vrai. Donc, en fait, comment un pays se mettrait à aider, en fait, une construction, alors qu'il sait pertinemment que cette construction, normalement, devrait être faite pour lutter contre lui. Donc, c'est absurde. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La question revient, je veux dire, que ce soit, on l'a vu, Nicolas Dupont-Aignan était sur ce plateau pour les élections européennes. On a posé cette question-là à ce moment-là. Comment préserver les intérêts de la Réunion et des Réunionnais? Sortir de l'Europe d'une façon... Est-ce que... Non, je vous le dis, simplement, les institutions s'appliquent aussi bien à la Réunion qu'à la Creuse, qu'à la Bretagne, qu'au Midi-Pyrénées. C'est pareil, on est sous les mêmes contraintes. C'est l'Europe qui décide auprès de la région pourquoi on va se présenter au régional, puisque je l'annonce, nous serons au régional. J'espère que
que chacun s'attend à notre présence ferme et définitive, parce qu'en fait, les budgets qui sont envoyés par l'Europe à la région, au département, ou Dieu sait où, par la PAC auprès des agriculteurs, on peut s'en passer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au lieu de donner 100, on pourra donner 150, puisqu'on aura plus d'argent pour distribuer, pas distribuer, mais faire évoluer l'économie de chaque État, que ça soit la Réunion, ou la Creuse, ou la Corse, ou Dieu sait quoi. Pourquoi la Réunion serait en défaut? Je ne vois pas. En fait, il y a une question, on tourne autour d'une question, parce que vous voulez savoir, en fait, vous parlez des intérêts des Réunionnais, c'est vrai, mais la question que je pose, c'est qu'en fait, les intérêts des Réunionnais, si ce sont des intérêts qui doivent dépendre de l'Europe, alors ça veut dire que la France disparaît. Il faut que les Réunionnais comprennent bien ça. Donc en fait, on ne peut pas être français et européen dans ce système. Il faut choisir. C'est-à-dire où on se tourne vers la France, et à ce moment-là, l'Europe, c'est une entité qui est perdante, elle disparaît, parce que de toute façon, si la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Europe. Hein. L'Europe ne résistera pas à une sortie de la France. Et à mon avis, le modèle français, qui est un modèle admiré dans le monde entier, je pense qu'on ne va pas être isolé. Parce que le nombre de gens qui vont se lever pour applaudir la France, qui redonnera peut-être une autre image en fait de ce qu'elle est. Donc ce que je dis aux Réunionnais, c'est tout simplement, vous voulez être des Réunionnais au sein, une région en fait au sein de l'Europe, c'est-à-dire de Bruxelles, voilà, ou est-ce que vous voulez être Réunionnais, comme dit Dominique, mais alors ça peut être Réunionnais, ça peut être breton, ça peut être occitan, ça peut être tout ce que vous voulez, à la France. Est-ce qu'on peut revenir, en fait, parce que l'idée c'est ça, tout le monde nous trouve un peu extravagant, est-ce qu'on peut revenir à l'idée d'une France souveraine et qui joue sa carte dans le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui paraît si surréaliste, ou est-ce qu'au fond des gens, parce qu'il y a tellement de gens qui s'abstiennent aujourd'hui, est-ce qu'au fond d'eux, peut-être, ce rêve, même s'ils ne savent pas trop comment il est formulé, je leur conseille vivement d'écouter les conférences qui vont être données là, à La Réunion, peut-être que ça peut déclencher l'idée qu'il y a un espoir que la France puisse se redresser, en fait, à mon avis. Il y a un point sur laquelle... Bon, c'est une question que j'avais posée à l'époque à Marine Le Pen, c'était pour l'élection présidentielle de 2012. J'avais dit quel est le coût, on le voit, avec la Grèce et avec Tsipras, payer ce que la Grèce doit à l'Europe, la difficulté, combien la France devra payer pour sortir de l'Europe, et quelles seront les conséquences dans les négociations pour la France sur les marchés mondiaux. Moi, je pense que la question, en fait, qu'on devrait se poser, c'est combien ça nous coûte de rester dans Déjà. Parce que tout le monde se demande combien ça va nous coûter d'en sortir. Oui. Mais par contre, tout le monde peut répondre à la question de savoir combien ça nous coûte. Ça nous coûte des emplois, mais qui dégringolent tous les mois. Ça nous coûte 500 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté par jour, d'après l'INSEE. Ça nous coûte une usine qui ferme, grâce au traité d'ailleurs, l'article 63, qui empêche toute délocalisation, toute circulation de capitaux, de marchandises, de services. Donc en fait, c'est aujourd'hui qu'on est en train de payer, et payer le prix fort. Alors d'imaginer que parce qu'on a un boulet au pied et qu'on est en train de couler, que quelqu'un vous dit, vous avez une chance de vous noyer, si vous enlevez votre boulet, alors là c'est sûr que vous vous noyez dans les 20 secondes. Mais qui va croire une chose pareille? Moi je dis que si on enlève le boulet, peut-être qu'on peut remonter. Mais d'imaginer qu'en enlevant son boulet, qu'on va se noyer plus vite, enfin je ne sais pas, moi c'est quelque chose qui me laisse un peu rêveur. Je me demande aux gens de faire fonctionner un peu leur bon sens et de réfléchir à cette question. La vraie question qui est posée, c'est pourquoi ce que je suis en train de dire là, on ne l'entend jamais. C'est-à-dire pourquoi on entend toujours le même son de cloche qui est, si on sort de l'euro, si on sort de l'Union européenne, le sol va s'ouvrir sous nos pieds, ça va être une catastrophe phénoménale. Mais on est quand même une puissance économique. Il faut savoir que cette année, depuis la France verse à l'Europe 21 milliards d'euros. Le retour est autour de 17 milliards, 14, je crois. 14. On en perd un peu moins. 14. Donc 21 milliards, 14 milliards qui reviennent donc aux Français. La question se pose sur les 6 milliards qui restent. Qu'est-ce que la France paye quelque part aussi? C'est ce que demande, c'est
c'est une question aussi bien de Marine Le Pen que ce soit de Nicolas Dupont-Aignan et également donc de François Asselineau donc de l'UPR. Alors, je reviens à ma question. La Réunion, dans ce statut que vous souhaitez pour la France, on a parlé donc de l'octroi de mer. La France sera isolée donc sur le marché mondial. La Réunion, avec qui elle va négocier? Est-ce qu'il faudra passer par la France systématiquement? Je peux répondre. La France ne sera pas isolée, pas plus que les 180 autres États qui sont en dehors de l'Europe, qui ont leur monnaie, qui se développent. Juste pour vous interrompre, si vous regardez les pays comme l'Inde, alors on va dire dans l'ordre Brésil, Russie, oui, Inde, Chine et Afrique du Sud, dans le BRICS, oui, se réunissent pour essayer justement un petit peu de concurrencer les États-Unis. Oui, mais ce regroupe, ça s'appelle de la coopération. C'est là qu'on a perdu le fil de ce qui se passait dans les années 70. La France était un pays de coopération international. Aujourd'hui, on voudrait que l'Europe soit un bloc, d'abord un bloc qui ferait contrepoids même plus aux États-Unis, puisqu'on sait qu'il y a le TAFTA qui arrive, que ça sera un bloc quasiment blanc, un monde de blanc contre le reste du monde. C'est pas ce qu'on veut, nous. Et les BRICS ont une attitude, à mon avis, qui est beaucoup plus dans la coopération, ce que nous a toujours connu. D'accord, on reviendrait juste quand on parle l'union n'est pas forcément pour faire la force. L'union, dans ce cas-là, quand on parle de coopération, ce serait de revenir un petit peu à ce qu'a été la première étape de l'Europe, c'est-à-dire une coopération sur des thématiques, comme l'énergie ou... Eh bien, tous les intérêts partagés, et bien compris, c'est ça. Si je peux dire, en fait, je crois que le mot union est malheureusement un terme qui est mauvais. C'est un enchaînement, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on est en coopération, effectivement, on s'unit sur certains sujets, sur d'autres. En fait, chacun défend ses intérêts. Il y a une coopération. L'Union européenne, en fait, porte mal son nom. C'est l'enchaînement européen. C'est-à-dire qu'on est phagocyté dans des traités dans lesquels aucun État, personne ne peut prendre de vraies décisions. On le voit, jamais. Ce n'est pas une union, ça. Lorsque vous phagocytez quelqu'un ensemble, 27 personnes ensemble, 27 pays, qu'ils ne peuvent plus bouger, ni décider de quoi que ce soit, et que vous apercevez en fait que les décisions viennent d'ailleurs, c'est la pire des positions qui puisse exister pour affronter le siècle qui arrive. En fait, on est dans une position... On est englué, c'est une catastrophe. Donc, vous dire aux gens, aujourd'hui, vous dites, Madame Le Pen, Dupont-Aignan, oui, critique. Il constate cet engluement. Mais les propositions, parce qu'il faut avoir de l'espoir, quand on parle aux gens, il faut leur donner un espoir. Nous, après avoir à l'UPR, et M. François Asselineau m'a convaincu, il a mis 6 mois à me convaincre, parce que j'ai écouté ses conférences, j'ai vérifié, et au bout d'un moment, vous arrivez à une conclusion, c'est que lorsque vous êtes enchaîné, il faut chercher la clé. Où est la clé ? Première chose à faire, c'est d'abord de débrouiller. Vous ne pouvez pas transformer un enchaînement. On est enchaîné, on est ligoté comme ça, on va essayer de se mettre comme ça, on va se sentir mieux. Vous voyez, mais ce n'est pas possible. Et dans le traité, tous les pays ont signé le même traité. Il y a une clé qui s'appelle l'article 50. C'est-à-dire qu'un pays qui veut en fait quitter cette entrave, en tout cas, peut l'utiliser. À vous entendre, en tout cas, vous êtes vraiment sur cette ligne-là. Alors, juste... On va juste dire 2 mots parce qu'il nous reste... Ce que ne propose pas Marine Le Pen et M. Dupont-Aignan et toutes les personnes qui, soi-disant, sont... Nicolas Dupont-Aignan souhaite rediscuter le traité, lui. Oui, mais il ne pourra jamais rediscuter le traité. C'est ça qui est problématique. Ce que nous proposons, c'est en 2017, une élection où le président, quand il annonce un programme, il s'y tient. Regarde, suivez mon gars. Et qu'en 2017, si on propose notre candidat pour sortir la France de l'Union européenne, c'est écrit dans le programme. On sort de l'Union européenne, on ne fait pas des référendums hypothétiques derrière. Alors juste pour cette question, actuellement se discute au niveau de l'Europe, donc le fameux TAFTA, le traité transatlantique, un traité commercial entre l'Europe et les États-Unis. Une question, un point sur lequel François Asselineau assez souvent... a dit souvent ce qu'il pensait. Je vous propose de l'écouter, donc voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense donc de ce traité transatlantique. Il y a des risques multiformes. Le principal risque numéro 1, c'est l'enterrement en grande pompe de ce qui reste de démocratie. Si je voulais mettre, c'est peut-être le truc le plus grave. D'une part, parce que ça veut dire que toutes nos règles vont être maintenant... les règles de commerce international seront complètement vitrifiées. C'est déjà le cas avec l'Union européenne, mais maintenant, ça sera carrément à Washington que ça se passera.
La deuxième chose, c'est que vous savez que dans ce traité transatlantique, il y a cette idée inouïe qui consiste à donner la possibilité à des entreprises industrielles, financières et autres, d'attaquer les États si les États mènent une politique qu'elles jugent non conforme à leurs légitimes attentes. On parle de nouveau de l'indépendance, cette fois-ci de l'Europe. On a parlé de l'indépendance de la France par rapport à l'Europe. Là, on parle de l'indépendance donc de l'Europe par rapport aux États-Unis. Il nous reste moins de 5 minutes pour conclure. Et je reviens à ma question. Sortir de l'Europe, sortir de l'euro, ne pas signer cet accord, ce traité transatlantique, pour vous, c'est une solution. Et ma question qui est récurrente, comment la Réunion va se positionner dans ce statut que vous voulez pour la France? Sortir de l'Union européenne, c'est se libérer de nos entraves. Le mouvement que je réunis au sein de l'Outre-mer, parce que j'en suis le responsable national, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. On estime que la liberté nous a été volée par l'Union européenne, tout le monde en convient. On vient de voir M. Asselineau parler du TAFTA. Il faut savoir que donc des entreprises, des multinationales pourront attaquer des États au sein de tribunaux arbitraux, qui seront des tribunaux complètement différents, civils. Et donc un État va devoir plier aux allégations, aux demandes de M. Monsanto, des industriels. Nous allons manger du poulet chloré, nous allons manger du bœuf aux hormones américain, nous allons avoir des lois sociales qui vont disparaître, s'éteindre dans le cadre du grand marché transatlantique, le TAFTA, le fameux TAFTA, que j'invite beaucoup de gens à consulter, parce que ça, c'est tout de suite, c'est dans les 2 ans. On va signer un traité qui va nous faire appliquer toutes les lois industrielles sur l'industrie, la société américaine. On va devenir des Américains. Et j'estime que la France a encore sa place et qu'elle doit retrouver sa liberté. Et c'est le cas. Oui, c'est ce que nous demandons. Je dirais que l'intérêt des Réunionnais, c'est de reconstruire la France en tant que Français, eux aussi. C'est-à-dire que l'intérêt des Réunionnais, c'est d'essayer de reconstruire la France, que la France redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire un pays fort, un pays qui défend ses intérêts, et donc qui défendra forcément les intérêts des Réunionnais, puisque nous sommes Français. Et donc, que les Français et que les Réunionnais retrouvent une confiance en eux, en tant que Français. C'est-à-dire qu'on peut remettre la France debout. Ça paraît invraisemblable, mais c'est quand même une chose qui n'est pas difficile à comprendre. La plupart des gens sont découragés aujourd'hui. Ils sont découragés parce qu'ils ont l'impression que tout leur échappe et qu'il n'y a rien à faire. Mais une nation, c'est tout le peuple. Il faut que les gens retrouvent l'espoir. Il faut qu'ils retrouvent l'espoir dans quelque chose d'abord qui soit sain. Parce que vous parlez du Front National, je ne vais pas critiquer le Front National, je ne supporte pas critiquer les autres. Mais le Front National ou même d'autres partis politiques, même s'ils font des excellentes critiques, malheureusement divisent. De fait, ils divisent. Le Front de gauche ou tous ceux qui critiquent divisent en fait. Donc aujourd'hui, on se dit, on a un programme, M. Asselineau a fait un programme qui est inspiré du programme de la résistance. C'est-à-dire, si à un moment donné, les Français pouvaient mettre de côté tout ce qui les divise, et s'ils pouvaient comprendre que la France, le pays, est en voie de disparition, c'est-à-dire qu'il va être absorbé dans cette espèce de glacis qu'est l'Europe, qui ne sert même pas les intérêts des Européens eux-mêmes, donc vous voyez un peu le traquenard. Donc reprenez confiance. Il faut essayer voilà. Est-ce que vous imaginez que le Réunionnais à 10 000 km d'ici, de Paris, déjà on voit que les provinciaux ont du mal avec les Parisiens. Vous pensez que vous savez quand alors excusez-moi, là je vas-y. dis quelque chose. Vous savez que lorsque en Irak en fait, donc la guerre avait été quasiment décidée grâce à une fiole qu'avait agité un certain Américain d'ailleurs. Et bien, il y a Dominique de Villepin, à l'époque, qui a dit que la France dirait non. Du jour au lendemain, à des milliers de kilomètres de là, voire à des dizaines de milliers de kilomètres de là, dans plein d'ambassades du monde, il y a des gens qui se sont amenés pour apprendre le français. Alors, nous, Réunionnais, qui sommes déjà français, qui ont déjà cette fierté, vous savez, d'être français, ce que ça veut dire étymologiquement, ça veut dire homme libre. Donc déjà, être français au sein d'un enchaînement européen, c'est déjà un paradoxe phénoménal. Donc, à mon avis, le Réunionnais... faut conclure, allez-y. Alors, on conclut, mais je pense que c'est pas la distance qui fait l'esprit français. On pourrait être sur Mars et français.
D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc on va remercier nos deux invités, Philippe Poirot donc, et Dominique Fruit, donc dans l'Union populaire républicaine, donc qui reçoit le président national donc à partir de samedi, avec des conférences à partir de lundi, donc jusqu'à samedi. Il reste donc après la semaine prochaine et jusqu'à toute la semaine, donc avec des tables rondes, des débats. On va passer à la deuxième partie donc de cette émission. On va parler de la Convention Cannes qui a été signée la semaine dernière par, entre autres, Jean-Yves Minacci, le préfet. Il y avait également donc le Premier ministre Manuel Valls qui était là. Donc c'est le sujet qui va être donc sur lequel on va discuter donc dans cette seconde partie. Voilà ce qui vous attend donc dans cette deuxième partie. La Convention Cannes. Quelles sont les dispositions contenues dans la Convention Cannes, tant attendue par les planteurs, et signée la semaine dernière par les différents partenaires, et également le Premier ministre Manuel Valls? Quels sont les avantages pour les planteurs? Quels sont les avantages pour les industriels? Quel est le prix de la tonne de canne? Qu'est-ce qui sera payé aux industriels et aux planteurs pour la bagasse? Quels sont les plus? Quels sont les moins? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Alors, la Convention Cannes, ça a été le grand débat, ça a été surtout quelques critiques. Il y a ceux qui ont pensé que c'était une bonne convention. Il y a ceux qui pensent que cette convention, elle n'est pas si bonne que ça. On va en parler ce soir avec deux représentants donc de l'Union des forces agricoles. À ma droite, donc, Alain Cataille, bonsoir. Bonsoir. Et Maurice Sagani, donc, deux agriculteurs. Alors, on va faire d'abord un point global. Est-ce que vous avez été associé à la rédaction de cette convention? Non, on n'a pas été associé pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas partie de la commission mixte d'usine. Donc, voilà, les règles, c'est les gens qui ont été élus en commission mixte d'usine qui travaillent sur la Convention Cannes. Mais dans le passé, c'est ce qui se faisait. On avait des commissions qui préparaient justement cette Convention Cannes avec les industriels, les planteurs. Depuis peu, on a supprimé ces commissions techniques et on a mis en place uniquement un cercle fermé entre industriels et des gens qui siègent de cette commission, qui prend la décision pour tout le monde. D'accord. Alors, vous avez lu ce document de 23 pages? Oui. Moi, je l'ai lu. D'accord. Alors, 23 pages pour un document qui fixe le prix de la tonne, qui fixe aussi ces fameux 38 millions dont tout le monde a parlé avant la visite du Premier ministre, donc Manuel Valls. On parle également de la prime bagasse. Alors, d'abord, on va parler de cette convention. Alors, on va écouter d'abord Jean-Paul Virapoulet qui va nous dire, lui, qu'est-ce qu'il en pense et aussi quel intérêt ça a ou pas pour la Réunion. Monsieur le maire, vous êtes agriculteur, la Convention Cannes a été signée. Pour vous, quel regard vous portez sur cette Convention Cannes qui, pour certains agriculteurs, n'a pas vraiment évolué depuis 2001? Aujourd'hui, la France a 3 millions de tonnes de sucre en excédent, l'Allemagne 1 million. Le produit sucre est un produit utile, vital, mais un produit en difficulté. Je suis heureux que la convention ait été signée, mais je dis aux agriculteurs, je dis au monde agricole en général, allons nous ouvrir sur l'avenir, allons diversifier, allons extraire de la canne tous les produits complémentaires qui pourraient enrichir, comme on l'a fait avec l'amendement bagasse que j'ai proposé au Sénat et comme mon ami Jean-Claude Fruteau a enrichi à l'Assemblée nationale. Allons faire des démarches complémentaires à la tradition pour entrer dans le futur. Alors, sur les andins, aujourd'hui, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un gain aussi pour l'agriculture, pour les agriculteurs? On libère des terres agricoles, c'est pas mauvais, mais attention à l'érosion des sols. Les arbres fruitiers seraient une solution? De remettre des arbres fruitiers? Mettre des arbres, quels qu'ils soient. Quand on plante un arbre, on prolonge la vie. Alors, on va parler des andins après. On parle d'abord, Maurice Sagani. Là, cette convention, dedans, on voit ce qu'a dit Jean-Paul Virapoulet. Qu'est-ce qui vous paraît juste pour vous et qu'est-ce que vous, à la rigueur, vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, je me rejoins un peu à Jean-Paul Virapoulet son analyse.
c'est que à une certaine époque, nos bonnes ancêtres étaient colons chez la propriété un peu partout dans l'île. Ils étaient devenus propriétaires. Dans l'ouest, côté nous, Zabana est devenu propriétaire avec 5 hectares de terrain. C'était suffisant pour vivre une famille. Mais aujourd'hui, il n'est plus suffisant. Il faut diversifier, mais rejoint Jean-Paul Garapolé là-dessus. Il faut diversifier, mais le seul hic, c'est que nous retournons un petit peu, s'il faut dire, autant du colonnat, autant de l'esclavage, même s'il faut dire, il faut nous demander aux usiniers s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Et c'est Bana qui dit à nous s'il faut diversifier, s'il ne faut pas diversifier. Nous n'est pas libres, mais je crois que l'abolition de l'esclavage a été faite en 1848, mais il l'a pas encore. Ne l'est pas encore libéré. C'est un point, Alain Cataille, que vous avez vu, que vous soulevez d'ailleurs en lisant cette convention. Vous trouvez que vous êtes vraiment un petit peu prisonnier de ce que peuvent dire les industriels? Écoutez, dans cette convention, j'ai entendu dans la presse dire que depuis 2014, on travaille sur cette convention. Pour moi, c'est une copie-collée de la convention de 2006 à 2015 qu'on a repris. Maintenant, les industriels nous disent que si on mécanise les parcelles de canne, il faut que c'est eux, le centre technique ou la chambre d'agriculture, viennent dans les champs, voir les cannes coupées, vérifier si les cannes sont bien coupées, etc. Actuellement, ils vérifient déjà sur les plateformes. Depuis quelques années, on a mis des surveillants sur les plateformes. Maintenant, on va mettre des surveillants, des gendarmes dans les champs de canne. Ben, il faut qu'au suivre les planteurs aussi, un de ces jours, on descende dans les usines pour contrôler s'ils travaillent bien, qu'est-ce qu'ils font de leur canne. La question, ce sont les fameuses cannes longues que les industriels n'apprécient pas trop. Ben, écoutez, ils n'apprécient pas les cannes longues pour deux raisons. Déjà parce que les cannes longues sont une mauvaise richesse à cause de la matière sèche. C'est-à-dire, il faut reconnaître que les coupeuses ramassent un peu plus de paille, mais qu'ils payent beaucoup moins cher. Aujourd'hui, quand on regarde dans la Convention Canne, les 44 millions d'euros qu'on les a donnés pour acheter la canne des planteurs représentent à peu près 23 euros par tonne de canne. Et ils sont en train de payer les cannes longues autour de 20 euros. C'est-à-dire, on va les donner 3 euros pour acheter nos cannes. Alors, il faut que les industriels arrêtent de pleurer. D'accord. Les 44 millions sont maintenus dans cette convention. On y ajoutera en 2017 les 38 millions. C'est un bon pour vous. Est-ce que ces 38 millions sont pour les agriculteurs d'abord ou pour les industriels? Aujourd'hui, dans la convention telle qu'elle est écrite, ces 38 millions permettent justement de pérenniser la production de sucre roux, entre autres des sucres spéciaux, et de continuer à produire du sucre spéciaux, sucre de canne. En tant que Réunionnais, bien sûr, je suis content qu'on a mis 38 millions plus 44 millions sur l'industrie sucrière réunionnaise. Mais le gros hic là-dedans, c'est que dans cette convention canne, personne n'a tenu compte de la difficulté des planteurs. Les intrants qui ont augmenté. Je citerai un seul exemple. L'engrais en 2006 coûtait 300 euros. Aujourd'hui, elle est autour de 780 euros, 680 euros. L'herbicide de même. Donc, tous ces charges supplémentaires font qu'aujourd'hui, produire de la canne ne rapporte plus vraiment aux agriculteurs. Sur les coûts, c'est vrai, 680 euros pour tonne d'engrais, l'herbicide, tout a augmenté. Toutes les charges opérationnelles ont augmenté. Le prix pour payer un travailleur pour couper canne aujourd'hui, dans l'Ouest. Combien ils payent un coupé de canne? Dans l'Ouest, nous payons jusqu'à 14 euros la tonne coupée. Pas chargé. Non, pas chargé. C'est pareil dans l'Est? Dans l'Est, c'est un petit peu moins, puisqu'on a 13 euros, 12 euros, ça dépend des endroits, épaillés ou pas épaillés, mais ça reste quand même des charges importantes par rapport à un prix de la tonne de canne qui est de 39 euros. 14 euros pour une tonne de canne, quelles sont les autres charges? Après, on a les charges, par exemple, comme M. Cataille dit, les herbicides, tout ça, et les dommages encore avec la loi qui impose à nous ces autres qui imposent à nous, il faut mettre tel herbicide. Avant de te mettre un herbicide dans la canne, nous te connais, nous l'apprendre ça avec notre bonnes ancêtres, ça. T'es suffisant pour tuer toutes les bonnes herbes. J'aurais dit, ces autres qui imposent à nous, ça n'est pas bon, ça là est bon, mais finalement, nous dépensons plus encore, et nous sommes calmes, nous ne gagnons pas nettoyer. Il y a un problème. Ce qui veut dire que si demain, vous n'avez pas utilisé l'herbicide que l'État a dit, vous ne l'avez pas payé sur les... Nous ne l'avons pas payé. D'ici les aides, si Bana il passe, il contrôle à nous que nous cahiers les pas, la regarder, de la part respect ça. Le cahier, oui. Ben nous les autres ça coupe à nous les aides.
Et c'est vrai aussi bien que ce soit pour l'engrais, l'herbicide, le choix de la canne d'ailleurs, le choix de la canne que les autres plantent. Ben, excusez-moi, Alain, le choix de la canne, c'est un peu, bon ben, vous connaissez les agriculteurs ici, bonne réunionnais, nous essayons un petit coup, une variété, après nous essayons un coup, mais après, si vous voyez qu'on vient pas d'autres retournent de autres cannes de t'aiment, mais seulement là-dessus aussi, l'ingénieur impose à nous, non, il faut planter ça, non, mais laisse à nous travailler. Au moins, si nous cassons la gueule, mais seulement nous pas cassons la gueule parce que monsieur l'a dit, il faut faire ça. Alors, on va essayer d'être plus pratique. Dans la convention canne, combien vous serez payé la tonne de canne? Ben écoutez, aujourd'hui, il y a une richesse de référence de 13,8. Ça, c'est la richesse de la canne. La richesse de la canne, pour 13,8, on touche 39 euros. 39 euros, 90 Oui, 90. Ensuite, à cela viennent s'ajouter l'aide économique, l'aide à la production, qui est de 21 euros pour les 700 premières tonnes, et pour c'est dégressif, 16 euros, 12,50 euros, etc. Et après, il y aura la prime transport. Alors, juste une parenthèse, cette prime, vous l'avez reçue finalement ou pas? Parce que la semaine dernière, lorsque le Premier ministre était là, il y a eu une descente à la DAF et il y a eu quelques tables qui ont volé. Oui, ça a été payé, il restait quelques planteurs. La prime a été payée. La prime a été payée. Mais là aussi, c'est pareil. On a payé la prime de 2-3 jours avant le Premier ministre arrive pour calmer les ardeurs. Mais sachant qu'il y a eu un couac à Paris, et donc ça ne s'est pas passé. Bon, couac informatique. Mais il reste encore quelques planteurs à la traîne. Aujourd'hui, qui n'ont pas été payés. Qui n'ont pas été payés parce qu'ils n'ont pas, par exemple, on exige que les planteurs ont des factures. Alors des fois, les planteurs travaillent en famille. Un frère qui transporte les cannes de l'autre frère. Aujourd'hui, on exige qu'il y ait une facture, mais qu'il y ait une preuve de paiement, etc. Le problème, on nous impose des choses qui ne se faisaient pas à La Réunion. On casse tout un système de travail. D'accord pour ceux à la rigueur qui respectent, mais il y a quand même certaines personnes qui essayent quand même de biaiser. Il y a des gens qui essayent quand même un petit peu de truquer le jeu. On va pas non plus se la raconter. Moi, c'est pas moi qui l'a dit. Là, c'est moi qui le dis. Voilà. Maintenant, moi, je défends les planteurs. Moi, je dis, un frère qui transporte les cannes de son frère. Un gars qui fait une facture, mais on ne va pas exiger des preuves de paiement, etc. Souvent, c'est des compensations, l'entraide familiale qu'on appelle ça. Mais aujourd'hui, on nous applique, comme disaient les messieurs tout à l'heure, les gens qui étaient avant nous, on nous applique des réglementations européennes, bêtes et méchants. Mais si je regarde de plus près aujourd'hui, quand on donne aux agriculteurs de l'aide, il y a des contrôles à tous les niveaux. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, pour l'herbicide, tout à l'heure, Maurice a expliqué, il y a beaucoup de molécules qui ont disparu du marché, mais s'ils contrôlent vos comptes et qu'on voit que vous avez utilisé des produits qui ne sont pas homologués sur la canne, vous perdez une partie des aides. Vous êtes sanctionné. Est-ce qu'il y a un vrai diktat pour vous à ce niveau-là? C'est-à-dire les industriels contrôlent ou c'est l'État ou c'est... Non, moi je ne dirais pas qu'il y a un vrai diktat. Moi je dis aujourd'hui on a une filière, on a une bonne filière. On a une filière canne qui a de l'avenir. On a des variétés qui sont capables de produire 150 voire 200 tonnes en pépinière. Admettons que l'agriculteur est moins bon, il va produire les 120, 130 tonnes. On a la possibilité de produire nos 3 millions de tonnes de canne à La Réunion. Si je fais un calcul bête et méchant... On est à 1,1 million. 1,7 million, on est là. 1,7 million, on est moyenne départementale à 70 tonnes hectares à peu près. Si je fais un calcul bête, je dis on fait 150 tonnes hectares sur 20 000 hectares, pas 26 000, parce qu'on a 26 000 hectares de canne, on est à 3 millions de tonnes de canne. On a un marché européen de sucres spéciaux, qu'on a mis dans cette convention canne pour demander à l'Europe de protéger ce sucre, que ces marchés vont rester aux industriels des DOM. Et j'ai l'impression qu'on fait tout pour décourager les planteurs. Il n'y a pas un vrai partenariat entre les industriels et les planteurs. On a l'impression aujourd'hui d'être toujours la partie la plus écrasée. Les richesses dégagées de cette filière n'est pas distribuée, n'est pas partagée équitablement entre nous. Aujourd'hui, on a des planteurs qui souffrent. Quand on voit le nombre de dossiers au Crédit Agricole, des planteurs qui ont des difficultés, qui sont contentieux que le Crédit Agricole, les petits planteurs, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et en même temps, dans une convention canne comme ça, mais rien n'est mis en place pour consolider le côté planteur. Rien n'est mis en place pour sauvegarder un revenu minimum aux planteurs. Aujourd'hui, on a demandé un prix plancher. Il n'y a pas de prix plancher. On va donner 38 millions plus 44 millions, on va donner un pactole de 82 millions aux industriels.
Moi, je ne suis pas contre. Mais côté planteur... Alors 82 millions, en expliquant, c'est les 44 millions, plus les 38 qui vont venir, qui vont faire les 82 millions, c'est ça? Qui vont faire les 82 millions. Mais moi, je dis côté planteur, c'est quand même nous les premiers maillons de la chaîne. S'il n'y a pas de planteur, il n'y aura pas de canne. Alors, Maurice Arini, je reviens sur ce que disait la production, le coût à la tonne, à l'hectare. Combien de tonnes il faut produire à l'hectare pour pour quelqu'un qui a 10 hectares, qui a autour de ça, 10 hectares. Qu'est-ce qu'il faut produire pour avoir un revenu, pour maintenir un revenu agricole aux planteurs? Normalement, minimum 7 hectares 5 à peu près par agriculteur pour y arriver à faire vivre sa famille. À 70 € la tonne et sur les 7 hectares et demi. Voilà. D'accord. Et ça permet d'avoir un revenu? Ça permet d'avoir un revenu. Mais comme on a dit, tous les agriculteurs de l'Ouest, à un moment donné, ils ont été amenés à acheter des terrains de 5 hectares. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'agrandir, il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain. Quand on demande à diversifier, il impose à nous, non, il ne faut pas diversifier. Vous connaissez bien, nous, dans l'Ouest, nous leur donnons un circuit touristique, et que l'agriculture touristique, agro-touristique, nous peut rentrer là-dedans. Mais non, nous ne peut pas. Il faut dire l'État, l'usine, moi, ça va loin. Tout il fait un embargo en face de nous. Et non, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut faire que ça, cette Midiao. Il faut suivre le cadre que demande l'État. Agathaï, cette convention, aujourd'hui, pour vous, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Pour moi, de cette convention, c'est une copie-collée, comme j'ai dit, de la dernière convention. Alors, juste un point avant de répondre à cette question. Le prix de la tonne de bagasse qui vous est proposé? On a un Premier ministre qui est menteur, parce qu'apparemment, il aurait dit à la télé que ce serait de 14 €. Vous avez vu comme Sur moi. Ce plateau, on avait dit que c'était 12,5. 12,5 pour les planteurs. La différence pour les... Vous avez la convention, c'est écrit 11,05 € pour les planteurs. C'est écrit. Donc c'est 11,05 pour les planteurs, 1,45 pour les industriels et 0,50 pour Aircan. D'autant plus, moi, quelle est la valeur de cette convention Cannes, puisque l'année dernière, on était payé à 9,41 €. Alors que le prix de la tonne est à 13 €. Alors que l'année dernière, on était sur une base de 11,05 €, puisque l'accord... Ça, c'est pour vous. Puisque l'accord date de 2011. Oui. Il faut savoir qu'en 2013, on était payé 13,68 et en 2014, on était payé 9,41 € par tonne de bagasse. Le différentiel est passé où? Le différentiel est passé, je ne sais plus dans la poche de qui, mais le différentiel est ailleurs. Là, il faudra aussi que si on signe un document, s'il y a des gens qui s'amusent, qui vont nous défendre et qui mettent leur signature, il faut qu'aussi ce document soit appliqué. On ne peut pas nous dire, nous, du jour au lendemain, on vous supprime 4 € par tonne de canne et puis débrouillez-vous, quoi. Donc pour vous, c'est pas une bonne convention? Pour moi, c'est pas une bonne convention parce qu'il n'y a rien du côté planteur, il n'y a rien qui revalorise le métier d'agriculteur, il n'y a rien qui consolide le revenu du planteur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire justement? Est-ce que vous allez essayer de discuter, de voir si vous pouvez renégocier? Écoutez, on réfléchit, on a pris rendez-vous avec la DAF pour déjà qu'il nous explique un petit peu certains points de cette convention Cannes. Moi, en tout cas, je vais poser la question sur les 9,41 €, le manque à gagner de l'année dernière. Est-ce qu'ils avaient le droit, malgré un accord de 2011, de ne pas nous payer? Parce qu'ici, il y a un accord signé, donc voilà, il faut nous payer. Et puis, on verra dans la suite ce qu'on fait. Le gros problème dans cette histoire, c'est que ça va entraîner un découragement des petits planteurs. Et là, je prends au mot Jean-Paul Virapollet, pour qu'il mette en place la promesse électorale qu'il a fait à Saint-André, en disant qu'il va développer dans la zone 1200 mètres la diversification et faire de l'ananas pour inonder le Japon en sashimi, etc. Moi, je crois que si demain, on a une filière de diversification qui est forte. L'ananas, en tout cas, même le Césaire a fait savoir au monde agricole que dans la diversification, l'ananas est un produit porteur, surtout l'ananas Victoria. Mais je sais, quand j'étais à la Chambre d'agriculture, j'étais président du SUAD, j'ai développé l'exportation, on était déjà à 2000 tonnes. Bon, l'équipe qui est revenue après, ils ont peut-être pas estimé qu'il fallait rester dans cette logique. Moi, je dis, si on arrive à avoir des filières à l'export fortes, ça pourra
pas devenir une concurrence à la canne, ça pourrait devenir une monnaie d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculteur pourra dire, ben, si je gagne pas assez dans la canne, je fais de l'ananas, je fais autre chose. Cette proposition a été faite il y a quelques années déjà, et on s'est rendu compte que malheureusement, parce que l'ananas n'était pas soutenu financièrement par l'État et par l'Europe, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde. Vous ferez l'ananas, même s'il n'y a pas de soutien financier? Ben, pour diversifier notre exploitation, pourquoi pas? Alors, on est d'accord avec Alain quand dit s'il y a une filière, c'est-à-dire qu'un réseau commercial qui pour vendre ou fait? Bien sûr, parce que quand on regarde un petit coup la convention comme il est aujourd'hui, c'est, comme dit certaines personnes, on l'a fini entendu, c'est pousse à nous au suicide. Malentendu là, en métropole, il paraît qu'il y en a un agriculteur par jour. Il suicide les autres. Mais il croit à la Réunion, s'il continue comme ça, on aura pareil. Alors, sur la diversification, aujourd'hui, comment diversifier? Il faut récupérer un peu de terrain, de foncier? On a besoin de terrain? Écoutez, le problème de la diversification aujourd'hui à La Réunion, il n'y a pas de débouché. Et ça, les industriels, ils le savent, les industriels du sucre. Avec 1000 ou 2000 hectares de diversification, on inonde le marché réunionnais de tout ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il y a certains produits qu'on ne pourra pas produire directement, tels que l'oignon, l'ail, etc., parce que ça vient de Madagascar, de Chine, à des prix défiant toute concurrence. Il faut créer des filières à l'exportation, vers des nouveaux pays, vers l'Europe, peut-être vers d'autres pays d'Europe. L'ananas reste un bon produit, en tout cas, un bon produit qui se tient bien, qui est exportable. Et, oui, parce que vous le cueillez vert et le temps du voyage, il a le temps de mûrir. Aujourd'hui, ce qui freine la diversification, tous les planteurs ne veulent pas aller s'asseoir en bordure de route le dimanche et vendre ces produits. Il y en a qui le font parce qu'ils gagnent un peu d'argent, mais il y a d'autres planteurs qui... Pour être honnête aussi là-dessus, que ce soit l'ananas ou les produits maraîchers, ça demande un peu plus de travail aussi, ça demande un peu plus de... Est-ce que vous avez... Alors que la canne, lorsque vous l'avez mis en terre, lorsque ça pousse, vous avez un peu moins de soucis peut-être, non? C'est pas vrai, il faudra que je t'emmène avec moi dans les champs où il y a de la diversification, que la tomate, etc. C'est gentil. Dans les serres de tomates, vous verrez qu'ils récoltent plus régulièrement. Ouais. Le travail aujourd'hui, les tâches difficiles ont été supprimées. Et quand on fait sous serre, aujourd'hui, on arrive à produire... maintenant, c'est sûr que les rotations, c'est beaucoup plus par an, 5-6 rotations par an. Moi, j'ai un voisin, il fait de la pastèque et des melons. Bon, des fois, on s'arrange parce que je laboure son terrain ou je fais un peu d'herbicide pour lui, etc., parce qu'il est à côté de moi. Bon, il fait 3-4 rotations de melons par an. Il fait 3-4 rotations de pastèque. La canne, aujourd'hui... Si on fait de la canne, c'est parce qu'aujourd'hui, on a la sécurité de l'écoulement du produit. Et puis, bon, on sait très bien qu'il n'y a pas assez de canne à La Réunion, donc on a intérêt à en produire. Mais on est aussi en même temps coincé, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et ça, ils le savent. Alors, comme ils le savent, ils nous tiennent enchaînés. Alors, justement, comment sortir de la diversifier, ça serait une solution? Diversifier et organiser l'écoulement, comme Alain dit si bien. Organiser l'écoulement pour vendre avec un pays étranger et tout ça. Mais si nous la pointe d'acquérir pour venir acheter ça, nous produit pourquoi? Mais tandis comme là, la canne, les suies, on en a l'usine, ils prennent. C'est pour ça, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, nous, là. Mais demain matin, si nous avons des entreprises, des coopératives, ils mettent en place pour nous exporter nos bons produits, mais tout le monde va rentrer dedans pour diversifier. D'accord. Il nous reste quelques minutes. On va poser une question qui est un petit peu liée à la canne, mais on va quand même parler de ce problème qui est les andins. À savoir, demain, est-ce qu'on va enlever ces murs de pierre dans les champs de canne? La question se pose. Il y a ceux qui disent non. Apparemment, il y a ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus accès à leur terrain parce qu'il y a des cailloux qu'on veut récupérer. Il y a ceux qui disent oui. Et à la Cata et Bruxelles, vous faites partie de ceux qui sont pour qu'on enlève les pierres sur vos terrains? Moi, oui. Moi les pour, ils enlèvent les pierres parce que, comme il dit, nous avons agrandi notre exploitation déjà. Nous avons un bon cordon, nous on disait des andins, en créole, nous avons un bon cordon roche. Alors, juste pour les téléspectateurs qui regardent, on va vous envoyer des images des andins qu'on a filmés, donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ces murs de pierre, ces andins qu'on appelle aujourd'hui, et dont la polémique sur
autour des roches pour le projet, le chantier de la nouvelle route du littoral. Donc, pendant qu'on discute, donc, vous pouvez voir un petit peu c'est quoi ces andins et comment, voilà, on est au Colosse, et vous allez voir donc c'est quoi ces fameux andins donc, dont la route du littoral a besoin pour se faire. Donc on continue à discuter, Maurice Sangani. Alors pour vous, ce serait d'avoir plus de terrain? D'avoir plus de terrain et agrandir notre exploitation, bien sûr. Et comme Estelle Ami vient d'entendre M. Verapoulet, il dit qu'il faut nous faire attention à l'érosion, bien sûr. Nos ancêtres n'étaient pas, comme dit Banane, nos ancêtres n'étaient pas couillons. À l'époque, ils étaient en paille, nos terrains, ils étaient mettre du paillage partout pour éviter l'érosion. Mais retourne un peu à tout ça. Et le paillage, c'était pas bon produit chimique, comme j'aurais dit, il ne faut pas nous mettre bon produit chimique, il ne faut pas nous mettre ici, il ne faut pas nous mettre là-bas. Nous remettre notre bon paillage, nous remettre toutes nos bonnes affaires. Un peu à l'ancienne, il faut dire, nous avons 5 hectares de terrain. La plupart des agriculteurs de la Réunion ont 5 hectares de terrain. Pourquoi pas retourner à l'ancienne? D'accord. Là-dessus, on revient à ça. On voit le problème que... Enfin, on voit ce que c'est. C'est parti des pierrages. On a mis les pierres en mur. Est-ce qu'aujourd'hui, combien vous pourrez récupérer en surface agricole? Moi, j'avais vu un document quand j'étais à la Chambre d'agriculture. Entre Saint-André et Brapanon, je crois qu'on pouvait récupérer 250 ou 300 hectares à peu près, en tout cas dans l'Est, pris sous ces andins. Ce qu'il faut savoir, ces andins ont été mis en place lors qu'on avait mis en place les PCES, PMES, plan de consolidation de l'économie sucrière et plan de modernisation de l'économie sucrière. Il fallait moderniser ces parcelles pour permettre justement de supprimer certaines tâches qui étaient difficiles, puisque les cannes étaient coupées, soulevées, emmenées en bout de champ, etc. Et les SICA pour mon canne, entre autres, ils poussaient les galets, et puis qu'à un moment donné, quand ils ne pouvaient plus pousser, ils faisaient le tas de galets, comme vous avez filmé ce matin. Donc aujourd'hui, on vient me dire que oui, l'érosion, etc. C'est sûr que l'agriculteur, comme a dit Maurice, nous, on ne va pas enlever tous les andins. S'il y a un andin qui est en limite de bordure de ravine, etc., ou qui fait qu'on voit que ça permet de sauvegarder les terres, on va le garder. Mais on va supprimer les andins qui sont au milieu des parcelles pour faire des parcelles mécanisables, pour supprimer les rats. Ces andins sont des vrais trous à rats. Parce qu'aujourd'hui, ces andins qui coûtent cher à l'agriculteur, parce qu'il faut les traiter, il faut mettre de l'herbicide dessus, il faut mettre des ratisés, parce que sinon les rats bouffent les cannes quand la canne elle mûrit, peut devenir demain un complément de revenu, peut devenir un revenu en replantant sur ces andins. À 1,5 tonne, c'est le prix qu'on vous donne, on vous propose pour vos andins, à 1,5 € la tonne, ça vous convient? Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas du tout de chiffre dans ce milieu. Moi, en tout cas, si on enlève les andins chez moi, déjà, je serais content. C'est pareil. Ça me permettrait de récupérer des terres. Pareil, pour moi, ils récupèrent des terrains agricoles. À l'époque, comme Alain dit, ils mettent bonne machine, Caterpillar, ça là pour ça, ils étaient subventionnés. Les pirates étaient subventionnés. Mais que ça te paye tout ça, les impôts, c'est nous. Tes dépenses. Aujourd'hui, ils donnent à nous 1 € et quelques. 1,50 €. 1,50 € pour tirer les pieds sur notre terrain. Pour tirer les pieds sur notre terrain. Que ça nous vaut de plus. Nous gagnons le terrain, nous ne payons pas personne. C'est quelque chose qui se met en place, de toute façon, dans l'Est, on le voit. Et est-ce que vous allez, vous, justement, aller dans ce sens? Moi, personnellement, si on me propose, mais après, il faut faire attention avec des transporteurs aujourd'hui ou certaines personnes qui font signer des contrats, je ne comprends pas, des contrats sur plusieurs années à des agriculteurs. Moi, j'ai vu des contrats signés dans l'Est, c'est de l'arnaque. Donc c'est pour ça, à mon avis, il faut rester sur des opérateurs qui sont spécialisés là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, le problème des andins, tout le monde débarque chez vous avec un papier, vous dit voilà, il faut faire signer, signez-moi ça, l'autorisation pour que j'enlève vos andins. Mais combien sont sérieux là-dedans et combien ont vraiment la légitimité. D'accord. Il nous reste quelques secondes, donc juste pour conclure, qu'est-ce que vous allez faire sur cette convention? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez discuter? On va discuter, on va voir juridiquement si c'est possible de l'attaquer. D'accord. Bon, voilà, ça c'est le mot de... Pardon. On verra. D'accord. C'est le mot de la fin. Donc, on voit bien que cette convention cadre aujourd'hui, qui a été signée donc la semaine dernière, ne satisfait pas tout le monde.
Et en tout cas, dans le monde agricole, les discussions se poursuivent et il y aura sans doute de nouvelles informations dans les semaines à venir. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité, merci à la réalisation. Merci donc à Alain Cataille de l'Union des forces agricoles et à Maurice Singani d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.